Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise au maquis. Culture Actu a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Arnaud Ascoy. au Théâtre de la Tour Eiffel pour son spectacle La Promesse, qui reprend le répertoire de Jacques Brel. Bonjour Arnaud Ascoy. Bonjour Marie-Hélène. Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Et dans les chanteurs, il y a des chanteurs qui ont mal aux autres et des chanteurs qui n'ont pas mal aux autres. Et puis, il y a aussi des gens qui ont du talent et des gens qui n'ont pas de talent. Alors, j'essaie de savoir ce que c'était que le talent. Et je crois que le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Mais ce n'est que cela. Et après, il y a toute une vie à user pour essayer de faire quelque chose. Alors, j'ai voulu débuter notre entretien par ces mots de Jacques Brel dans une interview de Radioscopie de Jacques Chancel de 1973, parce que vous incarnez les chansons du grand Jacques sur scène et en tournée. Quand Brel dit « le talent, ça n'existe pas », le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose, avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Il ajoutait aussi « tout le restant, c'est de la sueur, de la transpiration, de la discipline ». Est-ce une phrase qui vous correspond, Arnaud Ascoy ? Oui, globalement, oui. Bon, je pense qu'il a fait un raccourci. Mais globalement, je suis entièrement d'accord avec lui. Bon, il est évident que quand on a envie de chanter et qu'on n'a pas une voix avec un timbre particulier ou agréable, c'est un petit peu compliqué. Mais globalement, effectivement, moi, plus j'avance dans ma carrière, plus je me rends compte que moi, je définirais le talent aussi par une envie furieuse de réaliser quelque chose. Je pense qu'on a tous des capacités. Je pense qu'on a tous aussi des rêves. Et que ces rêves, il faut les mesurer à la hauteur de ses propres capacités. Et qu'à partir du moment où on a identifié ses propres capacités, je pense qu'on peut aller au bout de ses rêves. Voilà, je ne dis pas que tout est possible, puisqu'il faut quand même avoir certaines aptitudes pour réaliser ses rêves. Mais à partir du moment où ce rêve est accessible, là, je suis entièrement d'accord avec lui, c'est-à-dire que c'est de la sueur, c'est du travail, c'est de la volonté, du courage, de la détermination. Il faut travailler plus que les autres. Parce que chanter n'était pas votre rêve initial. Vous étiez même très éloigné du milieu artistique. Pouvez-vous me parler un petit peu de votre parcours dans les grandes lignes ? Dans les grandes lignes, j'étais destiné, moi, à une carrière d'ingénieur. J'ai fait 2 années d'école d'ingénieur dans l'aéronautique. Et puis finalement, j'ai eu l'occasion de faire un stage en entreprise dans une grande société d'aéronautique. Et là, j'y ai pas vu beaucoup d'humains, pas vu beaucoup d'humanité. Donc voilà, je me suis rendu compte que je m'étais certainement fourvoyé. Et en une nuit, je me suis dit, voilà, mon garçon, qu'est-ce que tu veux faire ? Donc j'ai pris certains critères, je voulais pas me retrouver dans un bureau, j'aime le sport, j'aime l'adrénaline aussi, et puis j'aime l'humain. Voilà, donc tout ça mis bout à bout, et j'aime la justice aussi. Donc tout ça mis bout à bout, je me suis rendu compte qu'inspecteur de police, a priori, ça me collerait pas mal. Donc je me suis lancé dans une préparation pendant 1 an. J'ai décroché ce concours, j'ai été inspecteur de police pendant plus de 15 ans en police judiciaire à Paris. J'ai quitté la police 1 an avant de passer commandant. Et puis ensuite, c'est pareil, tout change. Et j'y trouvais plus mon compte. Voilà, donc j'avais quand même encore pas mal d'années à faire. Donc c'est pareil, une fois de plus, je me suis dit, mon garçon, si tu changes, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Alors quand on est flic, qu'est-ce qu'on sait faire à part des enquêtes et des filatures ? Pas grand-chose. Donc je me suis installé détective privé, j'ai fait ça quelques années. Jusqu'au moment où je me suis retrouvé avec un CD de Jacques Brel entre les mains. Et là, ça a changé ma vie, puisque moi j'écrivais par contre de la poésie depuis pas mal d'années. Donc les textes m'ont complètement bouleversé, et puis surtout son interprétation. Malgré tout, c'est vrai que vous travaillez dans un univers de noirceur humaine, on peut le dire comme ça. Qu'est-ce que ça vous a malgré tout apporté, humainement parlant, cette première partie de vie en fait ? Ah, c'était extrêmement riche, aussi bien au niveau des collègues que des personnes qu'on avait en face de soi, que ce soit les victimes ou les mises en cause. La police judiciaire, c'est une petite famille, la police judiciaire, j'ai toujours des contacts d'ailleurs. J'ai rencontré des collègues extraordinaires. Voilà, des types à la fois durs, qui savaient être très très durs, et en même temps, qui étaient capables aussi de se mettre à pleurer face à une victime qui racontait des choses tout simplement dramatiques, quoi.
Le CD de Jacques Brel, vous le trouvez, et là vous faites, comme vous disiez, enfin, on pourrait dire un virage à 180 degrés. Qu'est-ce qui vous a le plus touché lorsque vous avez commencé à écouter ces chansons? C'est avant tout, c'est la beauté des textes. Avant tout, parce que vraiment, bon, moi je suis très très sensible à la poésie. J'ai commencé à écrire de la poésie, j'avais 18 ans, j'en suis là à la publication de mon quatrième recueil et je viens d'envoyer le cinquième chez des éditeurs là. Donc oui, j'ai trouvé vraiment que Jacques Brel savait manier les mots et surtout, moi je crois en la magie et en la puissance et en l'impact des mots. Et évidemment, avec toute l'intensité qu'il met dans son interprétation, voilà, les mots prennent encore une dimension supplémentaire. Et ça m'a vraiment touché. Ce qu'il y a de marquant dans les chansons de Jacques Brel, c'est que ça ressemble à des peintures. Mais absolument. Et moi, je peins, je dessine. D'ailleurs, ce matin, j'ai déposé une œuvre au Salon d'automne. J'ai quelques toiles aussi dans une galerie du Marais et puis d'autres dans une très très belle galerie à Barbizon. Évidemment, je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà, toutes ces chansons sont des tableaux avec des personnages qu'il peint, qu'il dépeint, avec voilà tout un contexte et avec des descriptions effectivement qui permettent à l'imagination et à l'imaginaire d'avoir immédiatement tout un tas d'images qui vous viennent en tête et vous voyez la scène comme si vous y étiez. Ce d'autant que toutes les scènes qu'il décrit, pour la plupart, c'est des scènes qu'on a déjà vécues. Que ce soit l'amour, l'amitié, la vieillesse, tous les thèmes qu'il aborde, c'est des choses qui nous parlent à tous. Et des peintures de la société également. Et des peintures de la société, bien sûr. Oui, oui, la lâcheté, le courage, la pauvreté, la bourgeoisie, l'immobilisme, tout ça, ouais. Ouais, ouais. Pour revenir à votre carrière, tout n'a pas été facile dès le début. On vous a plutôt découragé. En tout cas, j'en ai eu l'impression quand j'ai vu un petit peu votre parcours. Où est-ce que vous avez puisé cette force? Alors, pour reprendre le début de vos propos, effectivement, très souvent, on m'a dit, quand je me présentais, ah, non, Jacques Brel, on touche pas, ça ne nous intéresse pas. Donc on m'écoutait pas, ni en chantant, ni en parlant. On me claquait la porte au nez assez régulièrement, mais je me suis pas découragé parce que moi j'ai commencé à chanter dans la rue, et le plus important c'est le public, hein, c'est pas les directeurs de théâtre. Donc ça a très très vite fonctionné dans la rue. Les gens s'arrêtaient, non pas pour une ou deux chansons, mais ils s'arrêtaient jusqu'à ce que je parte. Donc voilà, ça m'a encouragé et c'était le test. D'ailleurs, je m'étais dit, si ça fonctionne dans la rue, je continue. Si ça fonctionne pas, j'arrête. Parce que moi aussi, j'ai des responsabilités familiales, j'ai des enfants et je ne m'amuse pas à faire n'importe quoi dans tous ces changements de profession. Dans la rue, ça fonctionnait, mais pas dans le métro. C'est ce que vous Non, avez dit pas dans... récemment. Oui, absolument. Non, non, dans le métro, alors j'ai été très très vite découragé. Parce que effectivement, je me suis rendu compte que le répertoire de Jacques Brel, il faut que les gens aient le temps. Voilà. Et dans le métro, on va d'un point à un autre, et les gens, à ma grande surprise, ne s'arrêtaient pas. Alors c'est vrai que quand il y a tout à coup une formation classique avec des violons, tout un tas de choses qui attirent, ou des batteries, ou des accordéons, bon, là, les gens prennent la peine de temps en temps de s'arrêter quelques minutes. Mais moi, avec ma petite bande-son, mon petit micro, je reconnais que le répertoire de Jacques Brel, apparemment, n'est pas fait pour le métro, manifestement. Tout simplement parce que on est obligé d'écouter. C'est pas. Ben c'est ça, c'est pas voilà, c'est pas boum boum boum, c'est pas juste un air de musique, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est une histoire. Et si on prend l'histoire en cours de route, ou si on s'arrête juste pour 3 minutes, bah, l'histoire n'a plus aucun intérêt. Chanter dans la rue, c'est la source de la chanson, hein. Les chanteurs de rue, ils travaillaient déjà il y a très longtemps. Qu'est-ce que ça vous a appris? Oh là là, j'ai passé des moments fabuleux dans la rue. Je chantais la valse à 1000 temps, il y avait des enfants qui dansaient. Je chantais Ne me quitte pas, il y avait des personnes âgées qui pleuraient. Et puis on a le temps, donc les gens viennent vous voir, discutent un petit peu avec vous. Et et en plus, on ne sait jamais qui vous écoute.
À un moment, moi, c'était la mère du 5e, je ne le savais pas. Et ben, quelques semaines après, je me suis retrouvé à chanter pour la mairie du 5e. Dans toute salle qui est 5, 10 ou 1000 personnes, on ne sait jamais qui est là. J'ai chanté pas mal de temps chez Michou aussi. Il y a Mhm. quoi? Il y a 40 ou 50 places assises. On ne sait jamais qui est dans la salle. Et c'est ça la magie aussi, c'est que qu'il y ait 5 personnes ou 2000, on se donne au maximum et à fond à chaque fois. Pardon. Il y a les hasards aussi des rencontres. J'ai lu que vous aviez croisé Laurent Delahousse dans la rue, Oui, ce qui a fait basculer un petit peu aussi les choses. ah ben oui, ça c'est une histoire complètement folle. On vous a vu d'ailleurs il y a pas très longtemps sur France 2 où il a repris des extraits du reportage. Bah oui, Et il y a quelques années, je croise Laurent Delahousse dans le quartier de Montparnasse, je dirais peut-être 20 minutes, une demi-heure après le journal télévisé, et je l'aborde. J'avais une petite plaquette sur moi expliquant un petit peu ce que je faisais, et puis je lui dis, bah voilà, monsieur Delahousse, je vous trouve sympa comme journaliste, je me permets de me présenter, Arnaud Ascoy, je chante Jacques Brel, je lui tends ma petite plaquette, et là, et ben, le Laurent Delahousse, il se décompose. Alors je lui dis: «Bah, écoutez, excusez-moi de vous avoir dérangé, monsieur Delahousse». Il me dit: «Non, non, pas du tout, restez là, c'est une histoire de fou». J'attends l'autorisation de tourner, Un jour un destin Jacques Brel depuis 5 ans. On l'a eu il y a quelques semaines et on commence le tournage dans 3 semaines. Il me dit: «Et vous, vous tombez du ciel avec votre tête de Brel là, donc peut-être que je vous rappellerai, peut-être que je vous rappellerai pas, mais effectivement, c'est troublant». Il m'a rappelé et 3 semaines après, je faisais le tournage d'Un jour un destin, avec lui. Laurent Delahousse a fait la comparaison au niveau de votre physique avec Jacques Brel. Je ne suis pas la première à vous le dire. Quand je suis venue vous voir au théâtre de la Tour Eiffel, moi qui n'avais jamais vu Jacques Brel sur scène, j'ai été, comme les autres spectateurs, effectivement saisie par la ressemblance physique, mais aussi par votre voix et l'incarnation des textes sur la scène. Je vais vous poser une question. Est-ce que c'est facile d'être soi dans l'interprétation en portant l'œuvre d'un autre? Oui, oui. Et je vais vous répondre très simplement pourquoi. Parce qu'il y a des chansons qu'il a écrites que je ne chante pas et que je ne chanterai pas, parce que l'histoire n'est pas la mienne. L'histoire ne me parle pas, je ne l'ai pas vécue, donc je ne saurais pas l'interpréter. Toutes les chansons que j'interprète, c'est parce que je suis d'accord avec le texte et parce que j'ai vécu moi aussi ce genre d'histoire, donc je me les accapare, j'ose le dire, à 100, sinon je ne les chante pas. Il faut que les chansons vous parlent. Ah oui, 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 obligatoirement. Donc vous n'êtes pas, ce n'est pas une copie de Jacques Brel, mais c'est vraiment les textes qui vous parlent, que vous interprétez, que vous incarnez sur scène. Ben c'est ça, il y a, je sais pas, quel type de pourcentage on peut définir, mais il y a un pourcentage, Brel et puis il y a un pourcentage Arnaud Ascoy. Parce que moi aussi j'ai connu l'amour, parce que moi aussi j'ai connu les ruptures, parce que moi aussi j'ai eu des personnes âgées autour de moi, parce que moi aussi j'ai voyagé, parce que, voilà, j'ai un âge et une expérience qui fait que j'ai vécu pas mal de situations aussi. Donc tous ces textes me parlent totalement et c'est ce qui trouble le spectateur et c'est cette ambiguïté, je pense, qui est des fois, qui provoque des émotions particulières chez les gens. C'est que c'est Brel, c'est pas Brel, c'est Arnaud. C'est voilà, les gens sont perdus, à la sortie du spectacle et justement, il y a des réactions des fois totalement particulières. Et d'ailleurs, ça me fait penser une fois, il y a quelques années, j'avais chanté, une dame était carrément montée sur la scène, m'avait pris le micro des mains, elle était très émue et elle avait dit au public: «J'espère que vous réalisez ce que vous venez de vivre, parce que Arnaud n'interprète pas Brel, il chante pour Brel». Voilà, et j'avais trouvé ça très beau et je pense que cette formule répond pleinement à votre question. Alors vous parliez de voyage tout à l'heure, vous êtes parti aux Marquises. J'ai Oui. vu le reportage qui avait été fait sur vous. Donc Brel a chanté effectivement les Marquises et j'ai vu un public ému là-bas en vous écoutant. Vous interprétez dans votre album De retour des Marquises. J'aimerais savoir ce que vous avez ressenti sur place. Alors, dès que j'ai mis, le pied sur le tarmac, j'ai immédiatement compris, pourquoi Jacques Brel s'était arrêté ici et avait posé ses valises.
Alors c'est vrai que déjà dès l'avion, quand je regardais par le hublot, on voit une espèce d'île assez déchirée, volcanique, très végétale, très sauvage. Et dès que je suis arrivé là-bas, j'ai vraiment été saisi par une énergie vraiment particulière et très puissante. D'ailleurs, il y a un art marquisien qui est très particulier là-bas. Il y a un folklore très particulier, très puissant aussi là-bas. Et je me suis senti immédiatement porté par l'énergie qui était là-bas. Je me suis retrouvé bien sûr assez rapidement devant la tombe de Jacques Brel. Et je me suis senti vraiment complètement en osmose avec cette atmosphère environnante. Donc ça vous a inspiré aussi pour incarner les marquises? Ah bah Comme écoutez, oui, alors c'est complètement exact parce que je chantais les Marquises, sans les avoir vues et ce d'autant que bon voilà, quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire des Marquises et qu'on discute avec les gens, il y a tout un tas de références dans cette chanson qu'on ne peut absolument pas saisir et quand on décortique le texte, 2 mots, voilà, 2 mots tout à coup vous rappellent effectivement une situation là-bas, quelque chose qu'on vous a expliqué sur le temps, sur les différentes tribus, sur leurs traditions, sur leur culte. C'est une chanson, vraiment extrêmement riche. Alors, actuellement, vous êtes, au théâtre de la Tour Eiffel et vous allez faire une tournée. Vous êtes déjà en tournée à moitié à la Tour Eiffel et voilà, Ouais, et vous allez monter sur la scène de l'Olympia oui. le 8 octobre 2023, là où Jacques Brel a lui-même chanté. Est-ce la promesse, que vous chantez aujourd'hui et que vous vous faites aux spectateurs? Eh bien écoutez, voilà, les auditeurs, ne le verront pas, mais Marie-Hélène, comme vous pouvez le voir, je me suis tatoué Olympia sur le poignet droit et ça, je me le suis tatoué à peu près 6 mois après avoir commencé à chanter. C'est-à-dire que dès le départ, c'était mon but. J'étais le seul à y croire. Vraiment, hein, c'était une aventure assez solitaire pendant pas mal de temps, mais moi je savais qu'un jour je chanterais sur la scène de l'Olympia et bien sûr, j'en suis très heureux, mais j'en suis en même temps, quelque part, pas forcément extrêmement surpris. Pourquoi? Beh, parce que, comme je vous le dis, Parce qu'il faut dès le départ, moi, je savais que j'y arriverais un jour ou l'autre, parce qu'il faut croire en ses rêves. parce qu'il faut croire en ses rêves. Et puis, vous savez, c'est comme, voilà, dans ce genre de projet, je suis pas le seul à avoir ce genre de projet et de rêve, mais souvent, on est le seul à avoir, cette vision, à moyen terme ou à long terme. Et moi, voilà, comme je fais pas les choses à moitié et que je mets les moyens en général quand j'ai quelque chose en tête, je savais, que j'arriverais jusque-là. En toute humilité, hein, j'espère que tout le monde comprendra. Comment vous appréhendez ce moment? Il y a quand même l'Olympia, c'est quand même une salle particulière. Brel y a chanté, Piaf y a chanté. Comment vous appréhendez ce moment? C'est un Alors lieu particulier. alors pour être très franc avec vous, je n'y pense pas. Pourquoi je n'y pense pas? Parce que la seule chose qui m'importe, c'est le concert qui arrive. Voilà, donc pour l'instant, il y a tout un tas de dates avant, à la Tour Eiffel, en province et moi, ce que je veux, c'est que la date qui arrive se passe le mieux possible. Je ne veux, en sortant de scène, n'avoir aucun regret et pour l'instant, je prétends n'avoir jamais eu aucun regret en sortant de scène. J'ai toujours donné le meilleur de moi, même en fonction de ce que j'étais. Il peut y avoir un petit souci de voix, il peut y avoir un petit souci personnel, il peut y avoir des soucis techniques aussi, mais j'ai toujours donné le maximum de moi-même. En parallèle à votre tour de chant, et je voulais aussi le souligner parce que vous ne vivez pas que Jacques Brel, si on peut dire, vous avez aussi votre propre univers. Vous en disiez un mot tout à l'heure avec les poèmes que vous écrivez et les peintures que vous exposez. Ouais. Est-ce que l'œuvre de Brel a un peu révélé cette sensibilité? Je ne parle pas des poèmes puisque vous en écrivez déjà depuis longtemps, mais au niveau de la peinture, est-ce que ça a révélé une forme de sensibilité que vous aviez peut-être un peu mis sous le tapis quand vous étiez inspecteur de police? Complètement, complètement. Très bonne question. Très bonne question. Non, non, mais parce qu'effectivement, bon, moi j'ai fait des études techniques, donc j'ai fait beaucoup de dessins industriels. Quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'avais manifestement déjà un coup de crayon, mais que j'ai pas développé.
Dans la police, j'ai pas dessiné du tout, j'ai pas peint du tout, et je me suis mis sérieusement à dessiner et à peindre quelque temps après avoir découvert Jacques Brel. Alors l'histoire serait un petit peu longue parce qu'il y a une origine aussi à tout ça, mais là on se lance dans des choses un peu plus personnelles même, je dirais. Mais effectivement, j'ai commencé à faire un dessin, une toile, quelques toiles. Et puis les gens m'ont dit, bah, c'est chouette ce que tu fais, et puis c'est original. On a vu ça nulle part, c'est assez particulier, ça nous plaît. Et puis là, j'ai eu l'occasion de faire une première exposition, puis une deuxième. Et ce qui est particulier, c'est, voilà, quand j'expose, c'est que les gens qui rentrent disent: «Mais combien il y a d'artistes qui exposent ici? 3, 4, 5?» Tellement les styles sont différents, il y a de l'acrylique, il y a de l'huile, il y a de la peinture vitrail, il y a de l'encre de Chine, il y a du feutre, il y a des mélanges de tout ça, il y a quelques collages, des choses extrêmement différentes. Et les gens, bah, voilà, quand je leur dis: «Bah non, écoutez, c'est moi qui ai fait tout ça», et ben ils sont assez surpris. La multiplicité des univers, en fait. Voilà, parce que moi je prétends ne rien y connaître en peinture, ne rien y connaître en dessin. Je ne cours pas les expositions, je fais les choses uniquement à l'inspiration. Ce qui fait on peut pas dire que je copie, on peut pas dire que je m'inspire. C'est toujours très spontané, ou alors très, très technique et justement, très travaillé, ça dépend. Mais en tout cas, c'est mon univers à moi qui m'est propre, ouais. Puisez votre inspiration où, en fait, pour tout ce qui est peinture, et même poème? Parce que Ben, alors là, on va rentrer sur un terrain qui m'est familier aussi, mais qui demanderait quand même pas mal de temps d'explication. Je dirais que je me mets dans un état particulier, tout comme avant de rentrer sur scène. Et cet état, ce chemin que j'ai identifié, que je connais bien, me permet de me retrouver dans un lâcher-prise qui est vraiment total. Ça m'arrive d'écrire des pages et des pages sans aucune rature. Et bah, écoutez, je viens de vendre un tableau dans cette galerie du Marais. Beaucoup de gens ont voulu l'acheter. Il fait 1 mètre sur 1 mètre et j'ai mis 1 heure et demie pour le faire, bravo. pour répondre à votre question. Quels sont vos rêves aujourd'hui, pour l'avenir? Quels sont mes rêves aujourd'hui? Bah, j'aimerais que tout ça soit utile en fait. Voilà, depuis le début, j'aimerais, je dirais dans un premier temps, faire perdurer l'œuvre de Brel. J'aimerais que les jeunes s'y intéressent. J'aimerais, que les jeunes comprennent que les mots, véhiculent, des messages et qu'il y a une magie dans les mots. Et que je dirais la simplicité de beaucoup de textes de chansons, que j'entends aujourd'hui, voilà, me déconcerte un petit peu. Je trouve que c'est assez, je dis ça de manière générale, hein, bien sûr, hein, il y a des chanteurs et des chanteuses que j'adore et qui ont des textes assez riches, mais je trouve que globalement c'est assez pauvre au niveau des textes. Donc j'aimerais, voilà, j'aimerais que les jeunes découvrent tout simplement la littérature et la beauté des mots. Voilà, ça c'est une première chose. Et puis bah, les chansons de Brel, elles véhiculent des messages très puissants, des messages qui poussent à la réflexion. Donc voilà, j'aimerais aussi participer au renouveau de cet imaginaire, de cette réflexion qui peut naître chez les gens. Et puis bien sûr, je dirais à plus long terme, bah, évidemment quand on écrit et qu'on chante, forcément, bah, on a envie d'écrire ses propres chansons. J'ai déjà fait un premier album, perso que j'ai édité moi-même, et je compte bien effectivement, travailler sur un album perso avec évidemment de la chanson à texte, avec évidemment de la belle musique derrière, avec évidemment des jolies mélodies puisqu'aujourd'hui on n'en entend plus beaucoup des jolies mélodies. Donc voilà, moi aussi j'ai des choses à dire et j'ai envie de les partager. D'ailleurs, on peut retrouver un extrait, de votre album perso sur votre site. Oui, effectivement, oui, oui, certainement, c'est peut-être l'extrait, Raphaël. Raphaël, bah, c'est elle qui a un petit peu tout déclenché parce que Raphaël, c'était ma sœur. Elle est décédée à l'âge de 15 ans, j'en avais 13.
Elle voulait être ingénieure dans l'aéronautique, donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'être à sa place avant de réaliser que c'était pas mon chemin. Et puis, voilà, bah, quand on a 13 ans et qu'on voit sa sœur partir à 15 ans, on comprend que la vie est pas tout à fait, ce qu'on pense, en tout cas ce qu'on nous dit, qu'elle peut basculer très vite et que, bah, tirer des plans sur la comète et faire des plans à long terme, voilà, c'est pas forcément, je dirais que c'est pas forcément raisonnable, quoi. Donc j'ai décidé de ne plus être raisonnable. Vous avez raison. Merci Arnaud Ascoy pour cet entretien. À Eh ben bientôt. merci Marie-Hélène. Au revoir. Au revoir.